Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La migration n'est ni un fardeau insupportable, ni une richesse absolue, mais peut-être un catalyseur du développement. Déclaration du ministre marocain des Affaires étrangères, Nassar Bourita, c'était lors d'une conférence internationale sur le développement et la migration présidée par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Engagement et solutions partagées pour la Méditerranée et l'Afrique, c'était le thème de cette conférence. L'objectif étant de s'attaquer aux causes profondes des flux migratoires irréguliers pour vaincre les activités criminelles des trafiquants d'êtres humains. À cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a mis en avant les fondamentaux de la vision royale sur la question migratoire. Le souverain considère qu'une approche humaine n'est pas incompatible avec une gouvernance rationnelle. La vision du Maroc est aussi tournée vers l'Afrique. Dans ce sens, Nassar Bourita a fait savoir que le Maroc place l'être humain au centre de l'équation migratoire. Il a également insisté sur l'impératif de ne pas céder aux passions et aux tentations des discours simplistes, stéréotypés et sommaires. Le ministre marocain ajoute que la migration ne peut pas être régulée sans un accompagnement pour assurer des voies légales pour la mobilité humaine et une lutte résolue contre les réseaux de trafic d'êtres humains et de migrants sans confondre les criminels avec les victimes. Migration, un catalyseur de développement. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec notre invité Mehdi Liwa. Vous êtes doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat et sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va donc commencer par cette phrase que je reprends. La migration n'est ni un fardeau insupportable, ni une richesse absolue, mais peut-être un catalyseur du développement. Est-ce que le monde est prêt à voir aujourd'hui la migration de cette manière ? Alors, c'est compliqué, effectivement, de ce point de vue-là. Ça dépend d'où on regarde. Les paroles sont toujours situées et on n'est pas dans les mêmes optiques lorsqu'on est sur le continent africain. Et même à l'intérieur de l'Afrique, il y a des pays qui pensent différemment. Et même à l'intérieur d'une société, il y a bien sûr différentes catégories sociales. Donc aujourd'hui, si on regarde bien, ceux qui sont les plus rigides sur cette question-là, ce sont essentiellement les Européens. Non pas qu'on n'a pas de la rigidité ailleurs sur Terre, on a des violences aux frontières, on a des problèmes de migration irrégulière qui sont réprimés dans le sang ailleurs, mais il suffit de comptabiliser le nombre de victimes, de violences, de morts, d'enfermements, et on se rend compte que les frontières de l'Europe sont les plus meurtrières. Donc aujourd'hui, ce sont essentiellement nos voisins du Nord, de l'autre côté de la rive méditerranéenne, qui sont les plus fermés sur cette question-là. Donc bien sûr, dans leur société, il y a des avis partagés, il y a des affinités politiques, mais grosso modo, il y a une grosse crispation identitaire avec l'idée que l'Europe reçoit déjà trop de migrants et qu'il faudrait mieux contrôler la migration, voire la stopper, particulièrement celle qui vient d'Afrique. Or, statistiquement, ils se trompent. Ça fait 20 ans que les migrants africains migrent peu en Europe, contrairement aux Asiatiques, contrairement aux Européens eux-mêmes qui migrent dans leur continent. Et donc, les Européens aussi se trompent statistiquement sur la réalité migratoire. Et justement, le ministre a également fait savoir, il a donné ce chiffre qui est de 80% des flux migratoires qui s'opèrent en Afrique elle-même. Donc, est-ce que la communauté internationale, finalement, ne tient pas compte de ce chiffre-là ? Alors, le chiffre, il faut le faire attention parce que ça dépend. L'Afrique, c'est plusieurs pays et ça dépend les pays. Si on prend l'Afrique subsaharienne, qu'on séparerait, puisque le Sahara, soi-disant, nous sépare, mais bon, c'est une vieille histoire aussi, notamment coloniale, mais si on prend l'Afrique subsaharienne, effectivement, la majorité des populations migrantes issues des pays d'Afrique subsaharienne migrent dans un pays africain, en Afrique du Sud essentiellement, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on parle de migration par millions, et aussi en Afrique du Nord, mais beaucoup moins, à part la Libye. Voilà, il y a très peu de migrants finalement en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. Mais les Africains du Nord eux-mêmes migrent essentiellement à l'extérieur du continent africain. Les Marocains sont essentiellement en Europe, comme les Algériens et les Tunisiens, même s'ils sont de plus en plus nombreux sur la péninsule arabique. Et les Égyptiens sont particulièrement nombreux sur la péninsule arabique, notamment en Arabie Saoudite,
qui est le troisième pays où il y a le plus d'immigrés au monde, après les États-Unis et la Russie. Voilà, donc effectivement, les statistiques sont importantes. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Beaucoup de chercheurs européens rappellent cela, mais effectivement, on n'est pas toujours écouté. Et même du côté sud-méditerranéen, du côté de l'Afrique méditerranéenne, comme le Maroc, parfois aussi dans la société, on n'écoute pas les données. On a l'impression d'être débordé par l'immigration, alors que statistiquement, c'est complètement faux. Quelle est justement la responsabilité des médias dans ce que vous êtes en train de dire, selon vous ? La responsabilité, elle est surtout au niveau de la façon dont on nomme les choses. C'est important, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les médias, puisque les médias ont une responsabilité capitale d'informer, et ils le font aussi bien qu'ils peuvent le faire. Et parfois, on va un peu vite, notamment quand il faut sortir toujours dans un espace concurrentiel et saturé aussi par les médias sociaux et des pseudo-médias ou des médias qui jouent sur le nombre de clics pour vendre de la publicité et pas sur la qualité de l'information. Dans ce monde un peu saturé d'images et d'informations, on va vite et on utilise des mots qui sont faux. Par exemple, en Afrique méditerranéenne, lorsqu'on veut parler des autres immigrés, on montre toujours des hommes noirs, jamais des étudiants ou des femmes, et jamais des Européens. Par exemple, les Européens sont plus nombreux au Maroc que les Africains. Mais on va montrer, à chaque fois qu'on parle d'un immigré, on va montrer un homme noir plutôt pauvre, souvent de manière dramatique, alors qu'il y a des migrations de gens qui viennent des catégories sociales aisées, il y a des gens qui viennent pour le travail, pour le mariage. On montre rarement les couples mixtes entre Marocains ou Marocaines et étrangers. Donc il y a un effort au niveau des médias mondialement, en Europe notamment, mais même chez nous, de faire attention à la manière dont on montre les images et surtout les mots que l'on utilise, comment on nomme les choses. Et parfois, on réduit rapidement avec des mots que tout le monde comprend, mais qui ne sont pas la réalité. Par exemple, Est-ce qu'on peut parler de désinformation carrément, aller jusque-là, pour les médias sérieux, non, parce que sinon, ça veut dire que ça serait volontaire. Et à ce moment-là, ça serait même passible de poursuite. Mais il y a un manque de rigueur dans la nécessité, pas toujours, je veux dire de manière générale, parce que c'est compliqué de faire un procès alors qu'il y a des gens qui font très bien leur travail, mais de manière générale, il y a un manque de rigueur qui est lié à la nécessité d'aller vite et de se faire comprendre par le grand public. Or, à force de répéter tous la même chose, en fait, on tourne en rond, c'est ce qu'on appelle la doxa, on a le même vocabulaire et en fait, on enfonce des portes ouvertes. Et c'est là où l'intérêt des chercheurs est important, puisque nous avons le temps de réfléchir, nous sommes payés pour ça, nous prenons le temps de le faire, nous comptons et donc nous donnons nos informations. Par exemple, moi, dans mon université, on a une chaire dédiée aux migrations, donc on donne des informations. Après, aux médias, de faire l'effort nécessaire, de se former, de s'informer et surtout de bien utiliser les mots. Par exemple, séparer expats en disant les expats sont des hommes ou des femmes blanches, riches, et les migrants, c'est des gens basanés ou noirs, c'est rajouter une dimension à la fois d'une hiérarchie sociale, mais aussi d'une hiérarchie raciale héritée de la période coloniale, alors que nous sommes au XXIe siècle, quand notre ministre Nassar Bourita nous dit qu'il faut changer les narratifs, les récits sur la migration. Il a tout à fait raison, notamment cela. Chaque personne étrangère dans un pays est en fait un migrant. Elle a migré, elle est partie d'un pays pour s'installer dans un autre, qu'elle l'ait fait de manière confortable, qu'elle l'ait fait avec autorisation ou pas. C'est toujours classé dans la catégorie migrant et dans les chiffres que je vous donnais, c'est ce que nous comptons. Et nous ne comptons pas en fonction de la couleur de peau ou en fonction du portefeuille ou du passeport. Justement, vous parliez de changement de narratif, de l'importance du choix des mots et des images qui sont véhiculées. Pourquoi ce lien entre migration internationale et développement n'est-il pas fait, alors que finalement, les migrants, c'est aussi tout un potentiel, que ce soit pour l'Europe ou pour les pays qu'ils quittent? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Les hypothèses aujourd'hui qui sont les plus poussées par des chercheurs européens, américains ou africains, c'est de dire que les questions des migrations ont à voir avec les questions des États-nations, la formation des sociétés qui sont censées être représentées par un État qui devient le support de la nation ou le garant de la nation. Et on confond souvent en fait souveraineté
populaire, qui est liée à la souveraineté politique, qui est liée aussi à la démocratie, ou en tout cas des systèmes qui permettent la représentation populaire, et souveraineté nationale qui renvoie au territoire, aux frontières. C'est-à-dire qu'on aurait une vision de contrôler les territoires d'une manière en fait spatiale, alors qu'en réalité, ce qu'il faut contrôler, ou s'il faudrait les contrôler, c'est les populations, notamment pour les intégrer. Et donc, dès qu'une population sort de son territoire, pour certains États-nations, ça devient compliqué à gérer, ou au contraire, quand une population étrangère rentre sur son territoire, ça devient comme si c'était un problème. Or, en fait, il n'y a pas de société homogène culturellement, et il y a toujours en fait des étrangers ou des gens qui sont d'origine, dont les grands-parents, les arrière-grands-parents ont migré et qui font partie de la société, et que parfois on continue à renvoyer à une étrangeté, puisque leur religion n'est pas comme ça, ou parce que leur couleur de peau n'est pas comme il faudrait. Donc on est dans un mélange d'à la fois de tensions politiques au niveau des États-nations, mais aussi d'une forme de xénophobie ou de peur de l'étranger. Et c'est accentué avec la mondialisation ou la globalisation, puisqu'avec la globalisation, les frontières économiques sont plus ou moins ouvertes, mais les victimes expiatoires de cette globalisation, ça devient les migrants, notamment les migrants d'Afrique qui meurent le plus en Méditerranée, et c'est terrible. Et ce sont des chiffres, des chiffres importants qui sont déclarés: 289 enfants morts l'année dernière, puis en début d'année, sur les 5 premiers mois, 450 migrants, tout âge confondu. Donc, est-ce qu'on néglige souvent ces morts? On n'en parle pas suffisamment? On en parle beaucoup, mais on a l'impression que ça ne touche pas les gens, quelque part, que ces morts l'ont cherché, comme si les gens l'avaient cherché. Mais quelque part, c'est comme... les sociologues travaillent là-dessus, c'est comme la sécurité. Excusez-moi de vous interrompre, sachant que seulement 100 000 migrants sont arrivés en Europe. Exactement, exactement, et ça compte tous les pays. Donc on est dans, tous les pays pour des migrants non autorisés, parce que sinon c'est plus pour des gens qui s'installent et qui viennent de tous les continents. Mais c'est une zone de 500 millions d'habitants. Ici, ce qu'on néglige, c'est comme sur la sécurité routière. Des fois, on a les chiffres. On est dans un pays, par exemple le Maroc, où on est dans le top 10 des gens qui se tuent le plus. On fait des spots publicitaires, on essaie de changer les choses, et pourtant, les gens ont l'impression que c'est comme ça. Ça fait partie du destin, et c'est finalement une responsabilité individuelle. Or, c'est pas vrai. C'est le problème de comment on forme les gens au permis, comment on fait respecter le code de la route, de l'état des routes, de l'état des voitures, etc., etc. C'est une responsabilité collective. Pareil pour la migration. On a l'impression que c'est des individus complètement fous qui veulent passer coûte que coûte les frontières, ou alors qui sont arnaqués par des passeurs. Alors que c'est pas du tout ça. C'est une responsabilité collective déjà des pays qui ne donnent pas suffisamment de solutions à leur jeunesse, mais aussi, surtout, des Européens qui ont besoin, en fait, de migrants, puisque les gens, même s'ils passent dans des conditions terribles, ils finissent avec le temps, et tout le monde le sait, par être régularisés et même parfois à obtenir la nationalité du pays où ils vont. Donc il y a une immense hypocrisie européenne qui dit non, Absolument. Il ne faut pas migrer, mais qui ne délivre pas de titre de séjour, des voies légales de voyage. Enfin, l'Union européenne qui veut opter pour une migration qui soit plutôt choisie. Oui, mais nous ne pouvons pas nous laisser faire, puisqu'ils vont nous dépouiller de l'effort immense de nos États et de la collectivité pour former notre jeunesse. Ils vont nous prendre les gens formés et ils vont refuser les gens qui pourraient travailler chez eux, et des fois même pas pour les faire travailler dans les secteurs où ils ont été formés. C'est pour faire chauffeur de taxi ou ramasser des fruits. Pourquoi faire un diplôme d'ingénieur? Absolument. Justement, lors de cette conférence à Rome, il a été fait mention d'un fonds commun européen qui devrait être mis en place pour investir justement dans ces pays, notamment en Afrique subsaharienne, afin qu'ils se développent, pour que la jeunesse puisse y rester et limiter ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un chercheur comme moi, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est parce qu'on ne comprend rien de la migration. En fait, il y a un lien entre migration et développement. Plus un pays se développe, plus il a de migrants. C'est comme ça, plus on développe des infrastructures pour être mobile, plus les gens ont la connaissance de ce qui se passe à côté, et puis de proche en proche et de loin en loin, de plus en plus loin de là où ils sont. Plus ils sont mobiles, plus ils bougent, et ils font des choix, par exemple, de résider dans tel lieu, mais de travailler dans un autre. Et donc, un pays comme le Maroc est un pays qui a dans les pays africains et même dans le monde, le plus de migrants au monde. Mais pourquoi? Parce que la société marocaine est en mouvement.
Les mobilités au Maroc sont très importantes. Nous avons des routes et des autoroutes, où nous avons des trains à grande vitesse, des bus, des ponts, etc. Et une compagnie aérienne, du tourisme. On a énormément de mobilité et donc les Marocains sont plus mobiles. Et ils veulent de plus en plus être mobiles à l'extérieur des frontières nationales ou à l'intérieur des frontières nationales. Donc plus on développe, en fait, plus les gens migrent. Les Français, on oublie, mais les Français sont aussi un peuple de migrants. C'est juste que comme on pense que comme on est français ou européen, blanc de peau ou avec un certain portefeuille, qu'on est des expats. Mais non, on est des migrants et les Français migrent énormément, notamment en Angleterre. Avec le Brexit, ils se sont retrouvés d'ailleurs avec des problèmes de papier. Donc tout ça, il faut remettre ça sur le bas de la table. Bien sûr, il faut de l'aide au développement, mais parce que nous sommes dans un monde commun et nous avons des défis communs, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité des anciennes puissances coloniales qui ont découpé l'Afrique, qui l'ont dépecée, d'essayer de réparer un petit peu, un tant soit peu, la faute originelle de la colonisation et de l'esclavage et de la déportation d'êtres humains, mais aussi parce que dans un monde en commun, nous vivons tous les mêmes interactions, comme le réchauffement climatique, comme les guerres, les conflits, et donc il y a nécessité, bien sûr, d'aide au développement. Mais la migration, c'est une forme de développement. Plus on développe, plus les gens bougent, plus ça rapporte des richesses. Absolument, mais restons toujours dans ce volet qui est celui de l'investissement. La chef du gouvernement italien veut étendre l'accord qui a été fait avec la Tunisie la semaine dernière. Donc il y a une somme de 105 millions d'euros qui a été octroyée à la Tunisie en contrepartie du fait d'arrêter justement les migrants à ses frontières. Et justement, les ONG sont un peu indignées puisque la Tunisie, dernièrement, on a vu certaines images de la Tunisie qui traite les migrants de manière un peu inhumaine. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce procédé-là, ces investissements? Est-ce que ça peut améliorer les choses ou non? Absolument pas. Absolument pas. Le Maroc notre pays a aussi été dans cette logique pendant longtemps. Et il a fallu vraiment une analyse d'une politique. Je rappelle, on a une loi qui s'appelait la loi 0203, qui a été votée en 2003, qui existe toujours malheureusement, qui n'a pas été amendée par le Parlement. Il faudrait que les parlementaires soient un peu plus efficaces sur le suivi des orientations royales, notamment à ce niveau-là. Et 10 ans après, en 2013, justement, il y a une orientation, c'est d'ailleurs le communiqué du cabinet royal qui dit qu'il faut une nouvelle politique migratoire, radicalement nouvelle et plus humaniste. Et donc depuis, on essaye de faire, c'est pas facile, une politique plus humaniste et de résister aux injonctions européennes qui veulent acheter en fait la violence des sociétés du pays du Sud pour se protéger, soi-disant, d'une invasion qui n'a pas lieu. Et les conséquences, on les voit à la frontière avec la Libye ou dans le Sahara à côté de l'Algérie. On voit des gens en train de mourir de soif. On voit des femmes qui accouchent enfermées dans des centres de rétention. Ça, c'était récemment en Algérie. Enfin, on voit quand même des violences innommables. Tout ça, et 105 millions d'euros, si vous voulez, c'est ridicule. La somme est ridicule. C'est pour se donner bonne conscience. Et la Tunisie suit un mauvais chemin. Heureusement que la société civile tunisienne est assez solide pour essayer de contrebalancer un petit peu ces délires de l'exécutif et des injonctions quand même d'une orientation politique italienne qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une orientation d'extrême droite, nationaliste identitaire, avec une personne qui, il n'y a pas si longtemps, faisait le salut nazi ou des fascistes. Donc c'est comme si on rejouait génération après génération, l'histoire coloniale et précoloniale, pré-Seconde Guerre mondiale, c'est fatigant. Il faudrait qu'on sorte par le haut et là, on nous ramène vers le bas. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'absence de la France et l'Allemagne à cette conférence? Je pense que c'est pour ces raisons politiques. D'abord, la France commence à faire les comptes. Et c'est compliqué pour la question migratoire et finalement la diminution des visas qui était n'importe quoi et qui était insultant pour les Marocains de manière pragmatique. La France n'a rien gagné diplomatiquement en humiliant les Maghrébins à Maroc, Algérie, Tunisie et les Marocains notamment puisque ça nous concerne. Et deux, a eu des problèmes pour ramasser les fruits dans la vallée du Rhône notamment, dans la Drôme, dans la Drôme provençale ou autre. Il y a nécessité d'avoir des gens qui viennent ramasser les fruits et légumes, sinon ils pourrissent. Et donc, on a ramené des Marocains d'Italie et même d'Espagne pour le faire. Et on a ouvert un peu les portes de la migration circulaire à un moment donné. Donc, la France fait les comptes et se rend compte que ça ne marche pas. Et l'Allemagne, aujourd'hui, va avoir un besoin immense de migrants.
ce qui va être un vrai problème parce qu'ils veulent vraiment une immigration choisie. Ils sont en train de changer toute leur législation et toute leur mindset, pour le dire comme ça, sur la migration. On n'est plus obligé de parler l'allemand pour y aller. Plus on a des diplômes, plus on rentre en Allemagne comme on veut, en faisant des allers-retours. Donc, il faut aussi qu'on fasse très attention du côté africain, et ici de l'Afrique méditerranéenne, que l'Allemagne ne nous dépouille pas non plus de nos ingénieurs, de nos médecins, de nos infirmières dont nous avons tant besoin. Effectivement, essayer d'éviter cette fuite des cerveaux qui est tout de même essentielle pour l'Afrique et le continent africain. Merci à vous, Monsieur Mehdi Liéwa. On arrive au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat et sociologue. C'était un plaisir. On arrive donc au terme de cet entretien. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.